La comptabilité est un puissant outil de gestion, que ce soit pour le secteur public qui est privé, aussi bien pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes entreprises, majoritairement pour le secteur de la production en République démocratique du Congo. Les petites et moyennes entreprises ont retenu notre bonne attention sur le plan comptable. Nous en parlerons bel et bien avec un expert, un professeur qui est aussi un secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Au nom de monsieur le professeur William Mbouyamba, nous vous disons bonne attention et salut à vous. Très rapidement, monsieur le professeur, c'est vrai, nous étions là le vendredi, nous avons trouvé au moins, il y avait une formation qui s'est organisée ici au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Pouvez-vous nous en parler? La formation a porté sur les renforcements des capacités dans le domaine du Cisco-OADA, donc le système comptable OADA révisé, qui a été donc révisé. Nous avons voulu insister sur certains aspects parce que, comme vous le savez, les référentiels comptables utilisés dans notre pays par les contribuables, c'est le système comptable OADA. Qui voilà, est depuis 2012, hein? Tout à fait. Voilà. Alors, c'est un système régional parce qu'à l'époque, on avait le plan comptable général congolais qui était national. Avec le fait Kinjondi, Paix à son âme, qui était donc le premier secrétaire général ici au Conseil de la comptabilité au Congo. Alors, depuis 2017, le Cisco-OADA a été révisé et les entreprises, les entités continuent à l'appliquer jusqu'à date, donc en 2022. Alors, il y avait une nécessité de pouvoir en discuter aussi avec les contrôleurs, toujours dans les soucis de soutenir le ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, dans la mobilisation toujours accrue de recettes. Alors, comme vous le savez, le contrôle booste aussi ces recettes-là. Parce que lorsque vous maîtrisez l'outil des référentiels, ça fera que vous soyez à même ou à mesure de pouvoir bien calculer la hauteur, le volume de ces éléments-là, partant du référentiel comptable. Alors nous avons insisté sur le contenu même de ces comptes-là et les risques inhérents en rapport avec les aspects fiscaux. Donc, partant de comptes patrimoniaux, donc le compte du bilan, et nous avons chuté avec le compte justement de gestion, donc le compte des charges de produits. Nous allons suivre très rapidement. Il y avait une interview que nous avons réalisée avec notre grande équipe de l'émission Parlons Économie. Suivez. Monsieur Mabanza, inspecteur à la DGI. Ça a été intéressant dans la mesure où ça nous a beaucoup rafraîchi la mémoire sur le traitement à accorder aux différentes classes de comptes en comptabilité OADA, que ce soit les immobilisations, que ce soit les stocks ou le traitement des amortissements ou encore comment réévaluer les différents actifs. Donc ça a été très instructif et surtout les animateurs ont été à la hauteur, ils ont été très pratiques. On sent qu'ils sont roulés dans la pratique. Il n'était pas possible d'approfondir tous les compartiments de la matière en 5 jours. Le souhait est qu'un approfondissement soit possible plus tard. C'est Madame Ngombe Banzabibi, vérificatrice polyvalente à la DGI, gestion des grandes entreprises. CPCC nous a aidé à comprendre et à maîtriser le Cisco-OADA révisé. C'est-à-dire que nous avons passé en revue quelques notions qui nous a permis d'être à niveau par rapport à cette révision-là. On vous a parlé de plein de choses, les immobilisations, la réévaluation, comment est-ce qu'on doit réévaluer les IMO, à quelle valeur ça doit entrer en stock, dans la comptabilité bien sûr. On nous a appris les inventaires intermittents, permanents, à quelle valeur que nous allons faire entrer un bien en stock, tout ça. Et toutes les nouveautés intervenues par rapport au Cisco-OADA révisé. C'est ce que nous avons appris. Alors, nous pouvons dire que nous sommes maintenant à jour par rapport à ça, pour que nous puissions bien appliquer dans nos différents travaux quand nous sommes en mission de contrôle
vu renflouer les caisses de l'État. Satisfaite, oui, mais nous sommes restés sur notre soif. Comme nous avons dit dans notre discours, nous avons demandé à nos autorités de nous rechercher encore ces genres de formation pour que nous continuions toujours à demeurer à niveau. Quelle est votre joie? Parce que c'est vous qui êtes le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Nous avons cette joie-là dès lors que nous avons atteint les objectifs poursuivis. Nous avons en 5 jours, donc du 12 septembre au 16, essayé de polariser l'attention sur les éléments essentiels et ça a porté les fruits. Donc les participants ont beaucoup apprécié, comme vous l'avez suivi vous-même. Alors nous avons un sentiment de joie d'avoir atteint les objectifs. On ne cessera jamais d'apprendre, comme on le dit en latin, tota vita schola est, donc toute la vie n'est qu'une école. Donc ces formations doivent être continuelles pour permettre la mise à jour des connaissances des personnes intéressées. Est-ce que vous avez un planning de formation pour les autres entreprises publiques? Tout à fait, tout à fait. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo organise beaucoup de formations et nous avons un catalogue pour les personnes intéressées pour voir les différents types de formations que nous organisons. Et il y a des formations qui concernent les étudiants, n'est-ce pas, qui veulent bien se mettre à niveau. Et cette formation, nous l'appelons formation d'immersion. C'est pour comprendre comment utiliser ces outils-là, de ces systèmes comptables, au WADA. Et en dehors de ça, il y a d'autres formations qu'on donne à la vacation soir. Et la formation d'expertise comptable qui concerne les stagiaires de l'ONEC, Ordre national des experts comptables. Il y a aussi la certification pour les autres personnes intéressées qui ne sont pas nécessairement experts comptables, mais de personnes qui veulent bien apprendre la comptabilité. Et nous opérons aussi avec l'INTEC de la France, l'Institut national des études économiques, avec l'ECNAM, donc Arts et métiers en France, qui débouche à un diplôme de contrôle et comptabilité audit, diplôme français. Donc c'est en collaboration avec la France que nous organisons ça. Donc il y a plusieurs types de formations que nous organisons sur place et c'est en présentiel et en distanciel. Pour ceux qui sont ailleurs, nous le faisons aussi en visioconférence pour les personnes intéressées. Alors, vous avez publié, nous le savons tous, autant d'ouvrages. Vous pouvez d'abord en parler très rapidement avant d'entrer dans notre vif du sujet. Oui, nous avons publié plusieurs ouvrages. Vous savez que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, c'est l'organe conseil du gouvernement. Voilà. En matière comptable. En matière comptable et les questions connexes. Un outil puissant, comme il le dit, de gestion. Tout à fait. Alors, nous avons des missions non seulement comme un pendant de la commission de normalisation comptable au WADA au niveau régional, et nous nous représentons donc, nous sommes en liaison parce que moi en tant que secrétaire général, j'ai siège dans le cadre de la normalisation. Alors en dehors de la normalisation qui est donc une autre mission première, il y a aussi ce que nous appelons la centrale nationale des bilans. La centrale nationale des bilans, c'est une direction qui est au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, qui publie ce qu'on appelle la centrale des bilans. En fait, ce sont des statistiques comptables qui servent dans des études économiques, des planifications, des statistiques sur la performance des entreprises, des agents économiques. Notamment, ces entités sont classées selon leurs performances, les résultats, la valeur ajoutée, les effectifs engagés et tout. Ça, c'est au niveau de la centrale des bilans. En dehors de la centrale des bilans, comme je le disais, il y a la formation que nous organisons. À part la formation, il y a des études que nous menons. Nous publions donc, qui sont réalisées par le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Oui. Alors, les publications concernent non seulement l'école secondaire section commerciale et de gestion,
mais aussi l'université, l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la profession comptable, n'est-ce pas, pour le praticien ou les professionnels. Parfait. Alors, quels sont ces ouvrages-là? Allez-y. Par exemple, ici, il y a les guides de remplissage des états financiers. Ces états financiers sont récits en centrale nationale des bilans. Si vous regardez les statistiques, beaucoup d'entreprises ne remplissent pas correctement les états Est-ce que d'abord il y a un modèle général pour remplir un bilan, un compte de résultat? Le modèle est normé, c'est donné par les référentiels. Et toutes les personnes intéressées, c'est-à-dire les entreprises, les comptables, les professionnels, doivent remplir en suivant Ces modèles. ces références. Que ce soit une entreprise publique ou privée. Ok, là nous allons aborder la question parce qu'il y a des entités publiques qui sont soumises à la comptabilité publique et des entités qui sont soumises à la comptabilité Cisco-ADA. Vous voyez? Parce que si vous prenez une entité telle qu'une commune, vous comprenez? Allez-y. La commune, c'est dans le domaine de la comptabilité publique. Alors que les Cisco-ADA, ce n'est pas ces domaines-là. Les Cisco-ADA, c'est dans le domaine des entités privées, des affaires, comme vous les soulevez là-bas. Maintenant, dans ces états financiers, c'est-à-dire, comme vous l'avez soulevé à un certain moment, vous avez les bilans, les comptes de résultats, les tableaux de flux de trésorerie, les notes annexes. Alors, pour remplir ces états financiers de synthèse, comme nous les appelons, vous devez suivre ces guides-là. Voilà. Oui. Parce que ces états financiers remplis sont récits en centrale des bilans pour les besoins des statistiques comptables dont je parlais. Donc ça, c'est une de publication. Et ça, c'est pas seulement pour le comptable, que vous soyez non comptable, praticien de la comptabilité, vous pouvez juste avoir ces guides, et vous l'utilisez, vous l'appliquez sans problème. Oui, ça c'est pour les professionnels. Et bien sûr aussi, les étudiants peuvent apprendre parce qu'ils viennent en stage et pendant qu'ils viennent en stage, ils remplissent entre autres ces états-là. Ils peuvent aussi s'y référer. Outre cette publication, il y a la revue conseiller comptable. J'en ai, c'est entre mes mains là. Alors je vous le passe pour quelques minutes. Oui, voilà. La revue conseiller comptable, il y a plusieurs numéros. Et si vous regardez ces numéros-ci, parle des PME, petites et moyennes entreprises, la problématique de mise en place de la comptabilité dans les petites et moyennes entreprises, quelles sont les exigences fiscales des petites et moyennes entreprises, comment fiscaliser le secteur informel. Donc ce sont là les questions abordées ici, le contrôle interne dans les petites et moyennes entreprises. Terminons avec les publications, Oui. et puis on verra comment la loi. Il y a une autre publication qui concerne tout le monde pratiquement, les précis de comptabilité générale, qui aborde de fond en comble la question sur la comptabilité générale, dite financière, la comptabilité des entreprises. Là-dedans, nous avons abordé non seulement les notions théoriques sur l'importance de la comptabilité, mais on a abordé aussi les bilans, comment mettre en place la comptabilité, quelles sont les opérations spécifiques de modification ou les améliorations apportées dans les Cisco-ADA révisés. C'est abordé dans les précis. Et en dehors de ça, il y a des ouvrages concernant l'école secondaire. Comment trouver ces ouvrages très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la comptabilité des petites et moyennes entreprises? Oui, les ouvrages sont vendus au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Il y a un magasin. Sinon, il y a d'autres ouvrages qui sont vendus aussi dans les grands magasins, grandes librairies, notamment Mediaspol et les autres. Donc ça se vend partout. Nous entrons maintenant dans le système LMD qui a été approuvé au dernier Conseil des ministres. Est-ce que vous avez songé, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo avec les systèmes Cisco-ADA, quel type de relation avec les universités en tenant compte de ces programmes de LMD? Oui, nous sommes en contact avec les universités. Nous avons été contactés par beaucoup de recteurs, de professeurs, de doyens des facultés pour voir dans quelle mesure on peut collaborer avec les universités. Lorsqu'on parle de LMD, vous avez la licence L, M c'est master et D doctorat. Mais lorsque vous étudiez, vous devez être
à même d'être utilisé sur terrain dès que vous sortez de l'école. C'est ça l'esprit général. C'est-à-dire qu'à l'université, dans le système LMD, on doit polariser l'attention sur les aspects pratiques et professionnels. Donc les enseignements doivent cesser d'être théoriques. C'est la pratique même. C'est la pratique. C'est l'utilisation de former des étudiants, de produits. Voilà. Prêts à utiliser par la société. Alors c'est dans ces cadres-là qu'au Conseil permanent de la comptabilité, nous avons mis en place un module de formation en comptabilité dans un environnement informatisé. Ah, voilà. Vous comprenez? Parce qu'actuellement... Donc, vous venez des programmes, informatisés comptables. Avec des programmes informatisés comptables. Commencé avec certains assistants et chefs des travaux des universités qui sont en train de suivre cette formation. C'est-à-dire vous partez des pièces justificatives. Lorsque je parle des pièces justificatives, on voit la facture. Vous avez les factures, voilà, les chèques, les billets à ordre, lettres d'échange, bons de réception, bons de livraison, etc. Vous devez savoir comment les classer. Lorsque vous classez ces pièces là-bas, vous devez alors les exploiter par imputation. N'est-ce pas? Oui, imputation comptable. Vous débitez un compte, vous créditez un autre, dans la partie double, bien sûr, et vous encodez dans le logiciel. Lorsque vous allez encoder, ça vous permettra, le logiciel va vous permettre de produire la balance. À partir de cette balance-là, vous allez faire des analyses, n'est-ce pas? Des analyses en éditant des grands livres, et vous allez entrer dedans pour justifier les soldes de compte. Et après, passer les écritures de fin d'exercice et présenter une situation finale avant d'arriver au remplissage comme tel de ces états financiers. Vous voyez? Donc, c'est une formation pratique qui doit prendre... Adaptée bien sûr, à l'environnement WADA. Et lorsque les participants suivent cette formation, la finalité, c'est qu'ils seront en mesure d'organiser une comptabilité, de se permettre d'être appelé chef comptable, donc de jouer le rôle de chef comptable. Et nous entrons dans le vif du sujet qui est la comptabilité, je dis bien, des petites et moyennes entreprises qui retiennent notre bonne attention. Pourquoi vous avez donné plus d'attention, n'est-ce pas, à la comptabilité des petites et moyennes entreprises? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme intérêt? Vous savez que beaucoup de ces petites et moyennes entreprises disparaissent. Hein? Beaucoup sombrent dans la faillite, tout simplement parce que c'est, entre autres raisons bien sûr, cet outil de gestion n'est pas utilisé. Vous voyez? Pour une gestion de façon convenable où on ne l'utilise pas. Justement, lorsque vous ne tenez pas une comptabilité, ça va, si vous ne tenez pas la comptabilité, vous n'avez pas une visibilité sur la santé financière de l'entité. De votre entreprise. Parce que vous devez prendre des décisions. Or, pour prendre des décisions, vous devez partir des informations financières qui existent, n'est-ce pas? Exact. Alors, maintenant, l'information financière ne peut être produite que par la comptabilité. Alors, si vous ne produisez pas l'information financière, vous comprenez que vous allez naviguer à vue. Et il y a un risque même de disparaître. Alors, si la comptabilité est tenue, la comptabilité va vous donner par exemple les bilans qui vous donnent la situation patrimoniale de l'entité, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Vous avez le compte des résultats, votre performance, est-ce que vous avez travaillé à perte ou avec bénéfice. Ça vous permet de voir votre situation. C'est voilà. Comme aujourd'hui, vous pouvez, madame, aller voir un médecin, vous vous plaignez des symptômes. Lorsque le médecin vous reçoit, il fait ce qu'on appelle l'anamnèse. Les diagnostics. Les diagnostics. Alors, il va soupçonner un certain nombre d'éléments, mais pour avoir le cœur net, il va demander des examens de laboratoire. Et c'est au regard des résultats des laboratoires qu'il sera dans son confort pour vous prescrire les soins appropriés. Et c'est la même chose avec les entreprises. La personne que vous êtes une personne physique. Mais l'entreprise, c'est une personne morale qui est très proche de la personne physique. C'est-à-dire, la personne morale peut tomber malade comme la personne physique. Donc, la personne morale qui est l'entreprise peut tomber dans les dysfonctionnements.
n'est-ce pas? Alors, il faut redresser l'environnement. Et pour le faire, il faut passer par un diagnostic. Et ces diagnostics passent par des informations. Et ces informations sont justement produites par la comptabilité. C'est comme ça que nous insistons sur la tenue de la comptabilité pour la visibilité et la transparence même dans la gestion. Mais qu'est-ce qui fait que ces entreprises ne soient pas à mesure d'utiliser la comptabilité? Est-ce que c'est leur volonté? C'est quoi le problème en fait? À mon avis, je dirais que c'est plus lié au manque d'information. Okay, qui veut gérer doit apprendre comment gérer. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez conduire un véhicule. Vous n'allez pas vous improviser directement en train de conduire. Vous devez apprendre les B à bas, n'est-ce pas, de la conduite d'un véhicule. Et lorsqu'on gère aussi, on ne doit pas s'improviser. Lorsqu'on veut gérer, il faut regarder tous les paramètres, notamment. Vous devez savoir comment faire la prévision, comment organiser les activités. Vous ne devez pas mettre tout pêle-mêle, n'est-ce pas? Vous avez des collaborateurs, vous devez diriger, tel doit faire ceci, tel doit faire cela. Et vous devez contrôler tout ça pour voir à quel résultat vous aboutissez. Et vous rectifiez les tirs. Vous voyez, la gestion obéit à un certain nombre de principes. Dans une petite et moyenne entreprise, les trois principales comptabilités, je les cite, la comptabilité générale, la comptabilité des sociétés, la comptabilité analytique, je ne sais pas, d'exploitation, n'est-ce pas, sont-elles usuelles et comment le mettre en place? Lorsqu'on parle de la comptabilité de société, c'est une partie intégrante de la comptabilité dite générale, la comptabilité financière. Cette comptabilité qui est obligatoire dans les entités qui présentent la situation patrimoniale de l'entreprise et sa performance, bien entendu. De son côté, la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion, si vous voulez bien, parce que là-dedans, il y a les coûts qui concernent la comptabilité analytique, les calculs des coûts, cette comptabilité-là est dite analytique. À côté de cette comptabilité, il y a aussi la comptabilité prévisionnelle, les budgets dont on a parlé. Lorsque vous sommez cette comptabilité analytique des coûts donc, et la comptabilité prévisionnelle ou budgétaire, les deux forment la comptabilité de gestion. Ça va? Cette comptabilité n'a jamais été obligatoire. La comptabilité qui est obligatoire, c'est la comptabilité générale. Mais pour une gestion rationnelle, il est recommandé d'avoir les deux comptabilités. Mais la comptabilité analytique vous permettra, une comptabilité de détail, d'avoir des informations sur, par exemple, le coût. Voilà, les coûts de production. Le coût de production d'un élément. À combien s'élève leur coût de production? Tout à fait. Vous avez, par exemple, la revue que vous tenez là-bas. Okay. La comptabilité générale vous dirait justement quel est le stock, etc., la valeur globale et tout. Mais c'est au niveau de la comptabilité analytique que vous saurez, par exemple, le coût unitaire de cette revue. Et sur cette base-là, vous pouvez fixer les prix de vente en connaissance des causes. Donc c'est détaillé. C'est détaillé. Voilà. Vous voyez? Au sens de la loi, c'est la comptabilité générale qui est donc obligatoire. Alors comment mettre en place cette comptabilité dans le PME? Pour mettre en place la comptabilité dans les PME, il y a des étapes qu'il faut suivre. La première chose, il faut prendre connaissance de l'entité de cette PME. Elle est dans quel secteur? Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? De cette prise de connaissance, vous saurez par exemple une entité qui a combien de personnes, le capital est formé d'eux, vous prenez connaissance des statuts, vous prenez connaissance de l'organigramme, etc., etc. Vous allez mettre en place une liste des comptes, des éléments déjà soulevés dans la prise de connaissance. Vous créez la liste des comptes et vous allez prévoir aussi les écritures, la passation des écritures en créant la liste des comptes. C'est comme ça qu'on parle du manuel de procédures. Donc vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle le manuel de procédures comptables. Comment les pièces vont circuler dans l'entité, en combien d'exemplaires, les points d'attention, etc. ou les sheets si vous voulez. Et vous allez alors, après ça, choisir un logiciel.
le logiciel doit remplir certains critères, hein, notamment pour y accéder, il faut un mot de passe, et le mot de passe qui doit être mis à jour, la possibilité par exemple d'exporter les données sur Excel pour des calculs, des besoins de calcul. Rapidement. Oui. La possibilité ou l'impossibilité de changer les écritures, n'est-ce pas? Impossibilité d'intrusion. Donc vous prenez connaissance de l'entité, vous regardez quels sont les éléments qui interviennent dans l'entité, les statuts et toutes ces choses-là, l'organigramme, les secteurs d'activité. Après, vous créez la liste de comptes, adaptée bien sûr au référentiel. Vous préparez les manuels de procédure, quelles sont les écritures, comment les circuits des pièces comptables, et vous devez avoir un logiciel comptable. Donc ça, ce sont les grandes étapes avant de parler maintenant de la prise d'inventaire, parce que lorsque vous allez commencer, vous devez procéder à l'inventaire physique. Donc ce sont là les quelques éléments essentiels pour la mise en place de cette comptabilité dans la PME. Qu'est-ce qui différencie, je le dis bien, la comptabilité de petites et moyennes entreprises et de celle d'une société? La petite et moyenne entreprise tient une comptabilité que nous appelons SMT, c'est-à-dire système minimal de trésorerie. Pourquoi? Parce que dans une petite et moyenne entreprise, on n'a pas beaucoup d'éléments comme dans des grandes sociétés. Vous voyez? Et le système est proche de ce qu'on appelle la comptabilité à partie simple. C'est-à-dire que vous pouvez partir des opérations réalisées en trésorerie, c'est-à-dire caisse et banque, vous reconstituez un certain nombre d'éléments disponibles partant des caisses et banques, et vous procédez à la prise d'inventaire, à la clôture pour présenter les états financiers, pour repérer les autres éléments en dehors des caisses et banques, parce que dans caisses et banques, vous avez tout ce qu'il y a comme recettes et dépenses. Mais en dehors de ça, vous avez des éléments sur les créances, c'est-à-dire l'argent que vous recouvrez auprès des clients. Vous avez des dettes que vous devez payer aux fournisseurs, l'impôt au fisc, les salaires, peut-être si ce n'est pas fait. C'est au 31 décembre que vous allez procéder à la prise d'inventaire pour compléter les éléments tirés de la caisse et banque. C'est comme ça qu'on parle de système minimal de trésorerie. La comptabilité d'engagement et des droits constatés soutient que lorsque les opérations sont réalisées par l'entité, elles doivent être actées dès leur survenance, sans attendre leur dénouement avec la trésorerie. Cela veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Allez-y, c'est ce qu'on fait. Vous êtes dans une entité, vous avez consommé, prenons les fournitures d'eau de la régie des eaux. Ok? La régie des eaux vous envoie la facture. Qui doit être payée. Qui doit être payée. Mais vous ne payez pas tout de suite. Mais le fait déjà d'avoir consommé cette fourniture d'eau et que vous êtes en possession de cette facture-là. Vous avez reçu. Vous avez reçu cette facture. Vous devez déjà comptabiliser la facture. Voilà, passer les crédits. Oui, vous passez la facture, c'est-à-dire vous débitez un compte de charge par les crédits de fournisseurs régie des eaux. Exact. Et le jour de paiement, c'est ça le dénouement avec la trésorerie, c'est là que vous allez débiter le fournisseur pour créditer la régie des eaux. Tout à fait. Ça, c'est cette logique-là dans les grandes entreprises. Mais dans les petites entreprises, les très petites entreprises, on ne demande pas à ces entités-là de se conformer comme tel à ça, mais de faire ce qu'on appelle en norme IPSAS de la comptabilité des caisses modifiées. C'est-à-dire, tenir la comptabilité sur base caisse et quitte à corriger cette comptabilité par l'inventaire physique à la clôture pour récupérer les autres éléments patrimoniaux, notamment les immobilisations, les stocks, les créances, les dettes. Vous voyez, parce que ces éléments-là, on ne sait pas les suivre dans les recettes. Pourquoi vous insistez à passer les écrits, je le dis bien, dans les grandes sociétés ou les grandes entreprises à partir double? C'est quoi l'importance? Oui, c'est pour plus de transparence. C'est pour plus de transparence. Donc vous n'êtes pas sûr lorsqu'on les passe une seule fois? Oui, parce que là, vous allez escamoter certaines informations.
certaines informations. C'est ce que nous regrettons, c'est ce qu'on déplore par exemple actuellement dans le secteur public, dans la comptabilité publique, notamment tenue par les provinces, par les communes, et les ETD d'une manière globale. Vous voyez, on se polarise sur les budgets, les recettes et dépenses, mais on ne donne aucune information sur, par exemple, les terrains qui appartiennent à l'État, les autres stocks, les créances et les dettes. Ce n'est pas transparent. Et si vous regardez aujourd'hui avec les autres bailleurs de fonds, pour donner même du crédit ou financer les entités, ces bailleurs de fonds insistent sur la mise en place de la partie double qui est une comptabilité appelée patrimoniale, c'est-à-dire une comptabilité beaucoup plus transparente qui donne toutes les informations concernant et la trésorerie, que ces banques, les dépenses et recettes, ainsi que les créances, les dettes, les stocks, les immobilisations. Mais êtes-vous sûr si bien une grande entreprise tenait bel et bien sa comptabilité à partie double? Est-ce que vous pensez que c'est la seule raison que le comptable ne peut pas tricher? Lorsque la comptabilité est tenue, cette comptabilité est soumise au contrôle. Et c'est comme ça qu'il y a même les commissaires aux comptes. Prenons le cas d'une société anonyme. Lorsque la comptabilité est clôturée et même arrêtée par le conseil d'administration, ça va, avant de passer à l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les états financiers, le commissaire aux comptes doit passer pour certifier ces comptes, pour vérifier si dans ces comptes-là, il n'y a pas d'anomalie significative. N'est-ce pas? C'est ça le travail qui est fait. Donc, on doit, après la comptabilité, tenue par l'entité, le commissaire aux comptes qui n'est pas de l'entité, qui est indépendant, doit se prononcer sur, justement, l'image fidèle des états présentés par l'entité. Et comment vous arrivez à détecter ces anomalies? Il y a une démarche appropriée pour mener un audit. Il y a des normes, notamment les normes ISA, publiées par l'IFAC. ISA, c'est International Standard on Auditing, norme internationale d'audit, publiée par l'IFAC, International Federation of Accountants, la Fédération internationale des experts comptables. Alors, si vous regardez dans les ISA, il y a une norme 315 qui donne la démarche même. L'approche actuelle d'audit, c'est par les risques. Et la norme dit clairement que l'auditeur doit prendre connaissance de l'entité, de son environnement, y compris son contrôle interne, une connaissance suffisante, capable de lui permettre d'évaluer les zones de risque d'anomalies significatives et de planifier sa mission. Donc c'est ça la démarche. Vous comprenez que l'approche c'est par les risques, parce que la comptabilité est tenue pendant plus de 360 jours et le commissaire aux comptes vient vérifier ça pendant peut-être 2 semaines, 15 jours. Vous comprenez que... Sans être influencé. On peut l'appeler dans un coin, on dit bon, t'en fais pas. Justement, ça c'est sa responsabilité qui peut être engagée, vous comprenez. Si il ne fait pas son travail selon les règles de l'art, sa responsabilité peut être engagée, sa responsabilité civile. N'est-ce pas? Parce que dans ce domaine-là, il y a de la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a un ordre, ONEC, l'Ordre national des experts comptables, qui surveille le comportement des experts comptables qui sont censés auditer ces comptes. Vous voyez? Alors, il y a des normes qu'on doit respecter, c'est-à-dire que lorsque vous auditez, vous devez être réellement indépendant. Et l'indépendance d'esprit d'abord, avant de parler de toute autre indépendance, notamment d'apparence. Le troisième point, vous avez parlé des jets complets d'état financier pour le PME. C'est quoi et qu'entendez-vous par jeu complet d'état financier pour le PME? Pour le PME, il y a les bilans, les comptes des résultats et les notes annexes. C'est ça les jets complets. Alors que pour les autres entreprises qui sont dans les systèmes normaux, on a un jet de 4 états. Bilan, compte des résultats
tableau de flux de trésorerie et les notes annexes qui sont beaucoup plus étoffées que les notes annexes dans les petites et moyennes entreprises. Que conseillez-vous aux PME en matière comptable? Ce que nous pouvons conseiller aux PME en matière comptable, les PME doivent tenir une comptabilité pour la visibilité des opérations, pour l'appréciation de la performance, pour un bon contrôle interne. Parce que c'est avec la comptabilité que vous pouvez mesurer, par exemple, les résultats. Savoir si vous améliorez par rapport à la situation antérieure. Avec la comptabilité, vous pouvez faire des prévisions, n'est-ce pas? Les informations viennent de la comptabilité. Vous allez créer une base de données pour vous permettre de bien évoluer dans le futur. Avec les résultats que vous dégagez, vous pouvez fixer de nouveaux objectifs et pour pouvoir les faire, vous allez organiser l'environnement d'une certaine manière en tenant compte des moyens disponibles, en mettant en place un contrôle interne efficace. Cette comptabilité va aussi permettre, même aux entités, lorsqu'elles sollicitent ces paiements, le crédit, voilà. Les crédits, à la banque, on les dit, hein, on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des riches, c'est celui qui peut rembourser facilement le crédit. Tout à fait. Alors, le banquier va vous demander les états financiers, parce que le banquier ne va pas vous accorder du crédit parce que vous avez des gosiers. Le banquier regarde qu'est-ce qu'il va gagner de cette opération-là. Alors, pour convaincre les banquiers, c'est à travers la comptabilité. Donc, ça peut permettre aux PME d'obtenir les crédits, d'acquérir facilement le crédit. Et aussi de contrôler, parce qu'un chef d'entreprise qui est dans une PME, par exemple, ne pourra pas être à tout moment là. Il peut peut-être se déplacer, revenir, faire des voyages, etc. Mais s'il ne met pas en place un contrôle interne efficace, notamment la comptabilité, ça va pour pouvoir mesurer toutes ces opérations. Et vous comprenez que ça sera plus sans contrôle, voilà. Les désordres, et ben voilà. C'est fini, ça va disparaître. Alors, est-ce que vous pouvez dire le PME qui seront intéressés bel et bien à vous contacter pour avoir une idée sur comment comptabiliser leurs entreprises? Nous recevons déjà beaucoup de PME qui ont compris, qui viennent, et nous avons une division qui est dans la direction de DTF, c'est-à-dire la direction de traitement des états financiers, et il y a une division des centres de tenue de comptabilité. Donc cette division donne conseil aux petites et moyennes entreprises. Et c'est gratuit parce que nous sommes un service public. Et nous accompagnons les petites et moyennes entreprises à mettre en place leur comptabilité. Il y a des logiciels appropriés pour les entités de petite taille notamment, et adaptés. Et il y a une formation donnée pour l'application. Si vous ne tenez pas bien la comptabilité dans vos petites et moyennes entreprises, vous êtes voué à l'échec et après vous allez disparaître. Si vous ne savez pas comment tenir votre comptabilité, contactez le conseil permanent de la comptabilité au Congo au travers de son secrétaire général, le professeur William Mbouyamba, avec qui nous étions sur ce plateau. Nous vous disons au revoir et à un nouveau numéro.